Attention, ce récit repose sur des faits réels, parfois violents, incluant des descriptions de violences physiques et sexuelles. Si ce type de contenu vous est difficile, je vous recommande de ne pas l'écouter seul et d'interrompre l'écoute si nécessaire. Cet épisode n'est pas adapté aux enfants. Cerno. Allô ? Épisode 157. J'avais pas reconnu Françoise, et elle non plus d'ailleurs. Le temps passe, je l'ai trouvée très affaiblie, moins joyeuse. Je repasserai la voir bientôt. Avant de quitter le cimetière, je vais essayer de retrouver la tombe de Johanna Secaresco pour me recueillir un moment. Et je viens de recevoir un SMS de maître Florence Rowe, qui s'est pas excusée pour ce matin, mais qui me propose un rendez-vous pour cet après-midi. J'y crois plus. Est-ce que j'y vais ou pas ? Une anti-enquête. Un fait divers, ça arrive et puis voilà. Il vous tue comme si c'était un animal ? Oui. Sophie Narme a été violée avant d'être étranglée puis achevée à coups de couteau. Bonsoir Micheline. Oui. Vous voulez savoir quoi ? Rassembler les os des jeunes filles, les recomposer. Buvez un petit café. Telle est peut-être ta mission. Faites votre travail puis voilà, c'est bien. On n'a rien entendu. C'est Dieu, c'est Yamacha. Parler d'elle, de qui elle était, de ce qui s'est passé. L'assassin a-t-il agi avec préméditation ? Cerno. Personne n'a rien entendu. Toi deux. 3-2-1. On est mercredi après-midi et je reviens pour la 3e fois chez Maître Rowe. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Maître Rowe. Je vous en prie. Merci. Bonjour, cette fois. Bonjour. Ah, vous êtes là. Enchanté. Pour les fois précédentes. Non, écoutez, l'essentiel c'est qu'on se voit. Ok, alors je vous laisse guider. Vous êtes très occupé. Oui, ça c'est intéressant dans votre... Oui. Alors, je m'intéresse à ce meurtre du 22 rue Manin. Et voilà, donc j'aimerais faire un travail au long cours sur cette affaire et puis sur d'autres peut-être qui seraient connectés. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche, vous ? Est-ce que c'est important de le faire ? Alors, de toute façon, c'est toujours important de reparler et de remettre sur la table des dossiers qui n'ont jamais été résolus. Et l'affaire de Sophie Narme est une affaire qui n'a jamais été résolue depuis qu'elle a été violée et tuée, égorgée, le 4 décembre 1991. Je n'ai pas été désignée en première intention par la famille de Sophie, je l'ai été seulement en 2000. Et ça fait donc maintenant 25 ans que je m'occupe de ce dossier et que j'œuvre pour que jamais il ne soit refermé. Il l'a déjà été 2 fois. J'ai fait à ma place tout ce qui était en mon pouvoir pour que la prescription ne soit pas atteinte. Et donc, 2 ordonnances de non-lieu que j'ai combattues. Évidemment, je n'étais pas la seule à ne pas vouloir que ce dossier soit fermé, puisque les enquêteurs sont tout aussi acharnés, les enquêteurs de la brigade criminelle et les différents juges qui se sont succédés dans le dossier, parce que Sophie a fait visiter un appartement qui était vide, qui venait d'être rénové. Les peintures étaient sèches, mais encore très fraîches. Il avait été visité à plusieurs reprises, mais ce jour-là, il avait rendez-vous ce matin-là à 10h30 avec un monsieur qui voulait absolument visiter rapidement, qui était vivement intéressé pour acheter un logement, qui disait qu'il avait besoin de retrouver vite quelque chose ayant vendu son bien. Ils se sont donc retrouvés ce matin du 4 décembre, vers 10h30, 11h moins 20. On sait qu'ils ont monté les escaliers de cet immeuble, qui n'est pas l'immeuble sur la rue, mais l'immeuble sur cour. J'y suis allé. Voilà, et cet immeuble sur cour n'a pas d'ascenseur, contrairement à celui qui est sur la rue. Donc, il a fallu monter 6 étages. Et une des voisines, qui a été entendue par la suite par les enquêteurs, a entendu une femme et un homme monter les escaliers et parler doucement, sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter d'une éventuelle dispute, querelle ou autre. Donc rien qui puisse alerter. Ils sont donc arrivés dans cet appartement et ensuite, plus personne n'a de son ni de lumière. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Voyant que sa fille ne revenait pas, la mère de Sophie a commencé par téléphoner à son travail. Elle a eu plusieurs fois l'employeur au téléphone qui savait que Sophie avait d'autres visites à faire après la rue Manin, donc n'était pas forcément très inquiet en début d'après-midi, même en milieu d'après-midi. C'était quand même une jeune femme qui pouvait avoir, je sais pas, des copines à voir, un autre rendez-vous dont elle n'avait peut-être pas parlé. Enfin voilà, c'était pas non plus si extraordinaire que ça puisse inquiéter tout le monde. Mais quand même, la maman a trouvé ça très étrange parce qu'elles avaient des liens très fusionnels et surtout Sophie donnait de façon très transparente tout son emploi du temps à sa mère, donc elle n'était pas du tout au courant que le rendez-vous du matin aurait pu se terminer aussi tard. C'était juste invraisemblable pour elle. Et donc, toute l'après-midi, elle essaye de trouver Sophie, elle appelle des copines, enfin, tout ce qu'on peut imaginer quand on cherche sa fille. Et puis finalement, vers 19h, elle demande à l'employeur de Sophie d'aller voir dans cet appartement si par hasard, il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait les mettre sur une piste ou une autre, enfin, s'il n'y avait pas quelque chose d'anormal. Il était occupé à ce moment-là, il ne va pas y aller tout de suite, mais il lui promet, et devant son assistance aussi, il lui promet d'y aller après avoir dîné. À 21h30, il va se rendre sur les lieux. Il va d'abord être surpris de voir que la voiture de Sophie est garée devant la porte cochère de l'immeuble du 22 rue Manin. Il y a un PV sur le pare-brise. Donc il se dit quand même, c'est très étrange, elle est là depuis longtemps, elle a eu un PV, il regarde l'heure, il était 12h30. Donc la voiture était restée là depuis le matin, pourquoi ? Il monte les étages de cet immeuble, il arrive au 6e étage, il va pour mettre la clé dans la serrure et à ce moment-là, il s'aperçoit que la porte n'est pas fermée, en fait elle a été juste poussée mais pas refermée complètement. Donc il est encore plus surpris. Et puis la troisième surprise, c'est cette odeur qui est vraiment très prenante, très prégnante et très étrange. C'est une odeur d'éther très très forte. Et donc il ne comprend pas. Là évidemment on est au mois de décembre, il fait nuit noire, l'appartement n'est pas éclairé, donc il va chercher les interrupteurs, il ne sait pas trop où ils sont, il tâtonne. Il ne trouve pas dans la première pièce la lumière, il va la trouver dans la deuxième pièce et c'est dans cette deuxième pièce qu'il va découvrir avec horreur le corps sans vie de Sophie. Alors le corps sans vie en même temps, il n'en sait rien. Je crois que son cerveau à ce moment-là ne réagit pas tout à fait comme il faut, mais je pense que ça serait arrivé à n'importe qui. Il a ce réflexe de se précipiter pour, pas la secouer, mais la toucher pour voir si elle bouge. Et rien ne bouge. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il va se rendre compte que le corps est sans vie, effectivement. Mais dans un premier temps, il l'appelle dans l'appartement « Sophie, Sophie, Sophie ». Il ne sait pas s'il y a quelqu'un, jusqu'à ce qu'il tombe sur le corps qui est par terre, gisant face contre terre. Elle est donc retournée, elle est sur le ventre, elle a le visage qui est retourné, la joue posant sur le sol, la joue gauche qui pose sur le sol, et puis la joue droite toute recouverte de ses cheveux complètement chiffon. Enfin, c'est vraiment une scène qui est très surprenante parce qu'on ne voit pas le visage de Sophie, elle a les mains liées dans le dos, on voit bien qu'il y a eu une grande violence dans la scène qui a amené à cette position. Il y a un grand désordre absolument partout dans la pièce, les affaires sont jetées, tout a l'air d'avoir volé en éclats, on retrouve tout un tas d'objets qui ne devraient pas être là et qui se retrouvent complètement dispersés. Très étrangement, il y a des choses qui sont, elles, bien rangées, c'est les escarpins de Sophie qui ont été enlevés et qui se retrouvent positionnés près du corps et parallèles, comme si on avait pris le soin de ranger les escarpins, alors même que dans cette scène apocalyptique, rien n'est rangé. Donc c'est quand même extrêmement surprenant. Évidemment, je pense qu'il ne comprend rien, sauf qu'il finit par percuter quand même que Sophie est morte et qu'il s'est passé quelque chose de grave et de très violent. Il ne va pas y toucher davantage parce que j'imagine que n'importe qui dans cette situation serait pris de panique et partirait. Ce qu'il fait, il va quitter l'appartement. Il ne saura pas comment plus tard les enquêteurs vont retrouver le corps, évidemment, puisqu'il n'aura pas accès tout de suite à ces explications, mais on sait à la lecture du dossier que quand les enquêteurs vont arriver sur place pour faire les constatations,
Ils vont être également extrêmement surpris par les chaussures. Ces chaussures qui sont rangées dans une scène d'apocalypse. Vous avez un objet et ça vous saute à la figure. Et quand moi j'ai vu pour la première fois les photos de la scène de crime, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. J'ai l'habitude, je vois cette scène, très bien, je comprends tout de suite qu'il y a une grande violence, mais je remarque tout de suite ce détail qui n'est pas un détail, qui est pour moi une signature, c'est ces escarpins qui sont rangés. Il y a une position particulière vis-à-vis du corps, et puis ils sont vraiment rangés, mais au cordeau, vous voyez, donc c'est un peu comme si, ou bien pendant l'action, l'auteur avait pris le soin de ranger ses escarpins par une maniaquerie qui ne lui appartient qu'à lui, ou alors peut-être qu'il l'a fait après, toujours en vertu de la même maniaquerie morbide. Et quand les enquêteurs vont arriver, Sophie est toujours dans la même position, elle est toujours sur le ventre, on ne voit toujours pas son visage, ses cheveux sont toujours sur sa figure. Eux vont soulever les cheveux, vont identifier le visage de Sophie, ils vont retourner le corps et c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir qu'en réalité, elle est étranglée par sa propre ceinture Chanel qu'elle avait sur sa jupe et qui a servi d'arme du crime. Et puis ils vont découvrir du sang, parce que du sang, il y en a un peu partout sur les lieux. Et il y en a beaucoup sur elle. Elle a été en fait poignardée sous le sein gauche. Il y a une grande estafilade sanguinolente. On va remarquer aussi que tous ces bijoux, elle avait plein de petites bagues, ses colliers, tout a volé en éclats. On a retrouvé des petits anneaux, elle devait avoir à un doigt 3-4 anneaux en même temps, mais très fins. Elle a dû se débattre parce que tout ça est sorti de ses doigts et tout ça a volé sur la moquette. Et on le retrouve éparpillé autour de son corps, pas rangé, pas comme les chaussures, mais éparpillé. Et tous ces objets éparpillés, en fait, traduisent la violence. Et puis de toute façon, il y a quand même le coup de couteau. Il y a quand même cette manière d'étrangler la victime avec la ceinture qui est trouvée sur place. Il y a tout ce qui est jeté. Le sac a été posé. Je ne dis pas ni jeté ni rangé. Je dis qu'il a été posé contre le mur. Mais son contenu a été, semble-t-il, rageusement vidé au sol. Tout ça, c'est très bizarre parce que vous avez à la fois une violence inouïe et en même temps une maniaquerie qui m'a, moi, tout de suite fait penser à un psychopathe. J'ai tout de suite pensé qu'on avait affaire à quelqu'un qui n'était pas quelqu'un d'ordinaire, qui correspondait à une spécificité mentale particulière, et quelqu'un qui n'en était évidemment pas à son premier coup. Parce que tout portait à croire que l'individu qui avait fait ça n'avait pas fait ça par hasard, que ce n'était pas un dérapage, que ce n'était pas un accident, que ça ne pouvait pas être une discussion qui aurait pu mal tourner. On aurait pu imaginer qu'il prenne rendez-vous, cet individu, pour draguer une fille, et puis qu'il la drague et que ça tourne mal. Non, c'est pas tout ça. Il est venu pour la tuer. Il est venu pour la tuer, et donc pour moi, ce type, je ne sais pas qui c'est, est un psychopathe. Et c'est un psychopathe qui a déjà œuvré de la sorte et qui a déjà tué comme ça. C'est pas possible autrement pour moi. Qu'est-ce que ça raconte selon vous, ce meurtre ? Alors déjà, elle a été tuée par étranglement. Vous m'avez dit égorgée, mais c'est pas égorgée, c'est qu'elle a été poignardée sous le sein gauche. Alors pourquoi étranglement et poignard ? Enfin, qu'est-ce que vous, qui êtes, j'imagine, peut-être une habituée des crimes, qu'est-ce que ça vous dit ? Donc vous dites que c'est un psychopathe, mais qu'est-ce que ça vous raconte ? Alors moi je pense que, d'abord il faut préciser que Sophie n'a pas été égorgée, elle a été étranglée, plus précisément. Elle a été étranglée, elle n'a pas reçu de coup de couteau à la gorge, elle a reçu un coup de couteau sous le sein gauche, et elle est étranglée. Étrangler, c'est compliqué à faire d'étrangler quelqu'un. Avec une ceinture comme vous portez sur votre pantalon, comme n'importe qui peut porter, c'est pas quelque chose de très solide, ça glisse, c'est en cuir. Alors, cette ceinture, le fait que d'abord, le tueur est venu avec un certain matériel, mais pas tout le matériel. Il vient avec de l'éther, il vient avec un tampon,
chiffon, une compresse, je ne sais pas quoi, pour supporter les terres et pour endormir sa victime. Il y a déjà le fait de la soumission chimique qui n'est pas anodine, c'est-à-dire que voilà un individu qui veut soumettre sa victime et qui ne veut probablement pas qu'elle oppose de résistance, donc c'est plus pratique de l'endormir pour pouvoir probablement jouer avec elle. Alors jouer, ils ne sont pas deux à jouer, hein, il n'y a que lui qui joue, mais dans son esprit, je pense qu'il joue un peu comme un chat avec une souris. C'est exactement ça. Et puis, à un moment donné, il lui porte le coup fatal parce que le chat a toujours en tête de finir la souris, mais pas tout de suite, parce que sinon, c'est pas drôle. Prédation. Et donc ça, c'est de la prédation. Pour moi, c'est un prédateur qui fait ça. Un prédateur, c'est quand même quelqu'un de particulier. C'est pour ça aussi que je parle de psychopathe. Je pense que la manière dont les choses se sont passées, de ce que l'on peut imaginer par rapport à la scène de crime et par rapport à ce qui a été découvert, ça ne peut pas être quelqu'un qui se trouve entraîné dans une cascade d'événements qui dégénèrent. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui vient froidement en sachant ce qu'il a à faire. Il vient donc, je le disais, avec un peu de matériel, c'est-à-dire de quoi endormir. Avec ça, vous savez, si jamais vous étiez contrôlé, si jamais vous êtes arrêté, ça passe très inaperçu. Hein. On a un mouchoir dans sa poche, on peut avoir une petite fiole que personne ne va voir, c'est pas très compliqué. Ça passe tout à fait inaperçu. Et donc, il vient avec ça, et puis sur place, il sait qu'il pourra trouver probablement des éléments qui lui permettront de parachever son œuvre, mais sans le transporter sur lui. C'est-à-dire que j'imagine aussi que cet individu se dit « j'essaie un truc, si ça marche, c'est parfait, si ça ne marche pas, tant pis ». On voit bien certains prédateurs, certains psychopathes agir. Par exemple, si vous prenez le cas très connu de Guy Georges, et il n'est pas le seul, il ne venait qu'avec un tout petit peu de matériel. Là, le meurtrier, il vient juste avec son éther pour endormir la victime et il n'a rien d'autre. Il trouve ça sur place. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit, cette violence et ces gestes qu'il a eus sur Sophie ? Je pense que le fait de la taillader comme ça avec un couteau, c'est probablement une punition qu'il lui inflige parce qu'elle a dû se débattre. À un moment donné, ça n'a pas dû tourner comme il a voulu, elle s'est peut-être réveillée, elle n'a peut-être pas été endormie comme il le souhaitait. Elle s'est débattue, on le sait, puisque sous ses ongles, on a retrouvé des matières qui démontraient qu'elle s'était battue. Ce qui fait que ça n'a pas dû être aussi paisible qu'il l'aurait souhaité que ça le soit, puisqu'il vient dans le but de l'endormir pour que justement ce soit moins pénible pour lui sûrement. Or, il est obligé de faire face à la résistance de sa victime. Alors il la punit, il est sûrement en colère de ce qui se passe. Et il manifeste sa colère et sa désapprobation de l'attitude de la victime en la poignardant de cette manière. Post-mortem ? Alors post-mortem, je ne pense pas, parce qu'une blessure post-mortem, a priori, ça ne saigne pas. Et là, ça a saigné, on a retrouvé du sang sur la moquette et un peu partout. En revanche, l'étranglement, c'est difficile de dire... C'est difficile à dire, encore que l'autopsie détermine qu'elle est morte asphyxiée. Donc je pense qu'elle a été étranglée alors qu'elle était vivante. Elle a été poignardée alors qu'elle était vivante. En revanche, on ne saura jamais si elle a été violée de son vivant ou post-mortem. Il l'a poignardée avec quoi ? Il l'a poignardée avec soit un couteau, un cutter, une paire de ciseaux, en tout cas quelque chose qui ressemble à ça, puisque la trace est quand même relativement profonde et elle fait 9 cm, 9-10 cm. Donc on suppose que c'est un couteau, un cutter, voilà, plus qu'autre chose, je pense. Donc prédation, punition... Vous dites qu'il y a eu viol. Quel est le mobile du crime ? Est-ce que cet homme est venu pour la violer ? Est-ce que c'est sexuel ou est-ce qu'il y avait vraiment déjà un désir de tuer ? Enfin, qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Ce genre de prédateur vient pour tuer, plus que pour violer. Le viol est accessoire. Le viol, c'est les préliminaires seulement. C'est une manière aussi d'avilir et de soumettre la victime, de la salir. Et puis de lui faire peur, parce que n'oubliez pas que
la plupart du temps, ces individus jouissent du regard de terreur de leur victime. Et puis, qui nous dit qu'il ne lui a pas laissé l'espoir qu'elle ne mourrait pas si elle n'était que violée, vous voyez. Donc c'est très pervers, en fait. Mais l'individu qui est venu ce matin-là avec Sophie visiter l'appartement savait qu'il n'en avait vraiment rien à faire de visiter un appartement, ça n'était juste qu'un prétexte, savait qu'il la piégeait et savait qu'il la tuerait. Donc, il vient pour une question de domination. Oui. Il l'a réduit au silence. Vous dites que vous n'avez pas été désigné en première intention sur cette affaire. Comment vous avez été désigné sur cette affaire ? Vous dites il y a 25 ans. J'ai été désignée en 2000, c'est-à-dire il y a 25 ans, par la mère de Sophie, parce que l'enquête qui était déjà en cours depuis le jour même du crime n'avançait pas et qu'elle s'est dit peut-être qu'en changeant d'avocat, peut-être qu'en changeant de tactique, peut-être qu'en mettant un peu un regard neuf sur tout ça, ça va peut-être faire avancer les choses. Et puis, elle avait comme ça compris comment je travaillais. Et c'est aussi ça qui lui a laissé penser que, voilà, elle aurait quelqu'un qui serait peut-être plus pugnace, peut-être plus persévérant, et puis qui connaissait peut-être bien ce type de dossier, d'individu, et qui ne s'arrêterait pas. Et de fait, elle n'avait pas tort, puisque ça fait 25 ans que je ne m'arrête pas tout de même. Et donc vous dites que vous connaissez bien ce genre d'individu, c'est-à-dire le criminel, le tueur. Oui, ces crimes en série, bien sûr, puisque je ne suis pas intervenue que sur Guy Georges, mais il y a eu d'autres dossiers. Et savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui n'est pas comme vous et moi, qui réagit avec un autre langage, d'autres codes, d'autres ressorts, d'autres émotions, je crois que j'ai un petit truc qui fait que j'arrive à comprendre ça et à mettre un peu à la place des autres, et même à la place de cet individu peu recommandable. Donc voilà. Et je pense que la mère de Sophie l'a senti. Bon, évidemment, elle voit bien qu'on n'arrive toujours pas à résoudre ce problème, mais on a quand même essayé de remuer ciel et terre, et on a fait en sorte de mettre à jour un certain nombre de dysfonctionnements aussi, malheureusement, qui ont fait en sorte que ça nous a mis plutôt du béton dans les roues. Mais pour autant, on ne lâche pas, parce que je ne supporte pas que cette jeune femme, comme d'autres dont j'ai pu m'occuper, ait été tuée sans que l'on sache par qui et pourquoi. J'avais dit la même chose pour Guy Georges, pour l'affaire Guy Georges. Je m'occupais de 3 jeunes femmes qui avaient été tuées. Alors c'est peut-être très présomptueux de ma part, je suis en tout cas, je pense, très optimiste. Et j'ai toujours dit aux mères des victimes de Guy Georges, on finira par l'avoir. Et je suis sûre qu'on finit toujours par avoir un criminel. Pourquoi ? Quel que soit le temps qu'on y passe, les techniques évoluent. Les gens finissent par parler un jour. Il y a des choses qui sont trop lourdes à garder. Et puis, il n'y a pas de crime parfait. Ça n'existe pas. Et donc, à un moment ou à un autre, malgré les embûches, malgré les dysfonctionnements gravissimes de la justice, malgré les pertes de scellés, malgré tout ce qu'on veut, un jour, on finit par connaître la vérité. Si vous prenez l'affaire du grêlé, le grêlé, on l'a cherché pendant plus de 30 ans. Et puis un jour, il y a un petit grain de sable qui est venu se mettre là où il ne fallait pas. Et puis, certes, on n'a pas pu avoir de procès, on n'a pas pu tout ça. Il est mort en emportant une grande partie de ses secrets. Mais on a pu résoudre d'autres affaires pour lesquelles on n'avait aucun indice et qui probablement n'auraient jamais été résolues. Donc vous voyez, il y a toujours un petit truc qui fait que ça coince. Et je suis sûre que ça finira par coincer. Qu'est-ce qu'on sait sur cet individu ? Alors, on ne sait pas si c'est le grêlé ou pas. Qu'est-ce qu'on sait sur cet individu qui a agressé puis tué Sophie Narme ? Alors, ce qui peut caractériser le grêlé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites dessus. Notamment, Patricia Touranchot a beaucoup travaillé sur son cas. Et effectivement, à un moment donné, j'ai même pu, moi, imaginer que le meurtre de Sophie Narme pouvait être l'œuvre du grêlé. Cela étant, il y a un élément qui fait défaut. C'est que le grêlé n'a jamais utilisé d'éther. Alors, ce qui me faisait penser au grêlé, d'abord, c'était la violence qui avait manifestement présidé
à ce passage à l'acte. Mais c'est surtout qu'en réalité, tous les gens qui étaient capables de tuer comme ça, de façon froide et déterminée, tous ces prédateurs, je me disais, je veux savoir si c'est lui ou si c'est pas lui. Je ferme des portes. Donc j'avais demandé à ce qu'effectivement on explore cette piste, soit pour confirmer, soit pour surtout l'exclure. En revanche, ce qui est plus plausible, c'est la manière dont agit Dominique Pellicot, Cerno, dont l'ADN a été identifié sur une scène de crime qui ressemble étrangement à celle qu'a vécue Sophie Narme. une anti-enquête. Merci à l'anticommissaire Alexandre Lautin qui m'a aidé à organiser cette interview.